Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Homo Ludens. Lors du Festival international du jeu de Cannes 2020, j'ai découvert une offre ludique assez particulière, celle du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, plus communément appelé CEA. Le CEA propose des jeux ayant pour thème les sciences, comme l'astronomie, la physique des particules ou le climat. Ces jeux sont conçus sur des supports variés allant du jeu vidéo au jeu de plateau, tout en passant par l'application mobile. Pour en savoir plus sur le CEA et son offre ludique, j'ai le plaisir d'accueillir deux membres de l'unité de communication multimédia du CEA, Céline Lipari et Julien Arlot. Bonjour Céline. Bonjour Mathieu. Et bonjour Julien. Bonjour. Alors pouvez-vous vous présenter en nous disant ce que représente le jeu pour vous et ce que vous faites au sein du CEA? En commençant par exemple par Céline, si tu veux. Alors moi je suis responsable éditoriale du site internet cea.fr, donc ça consiste à créer des contenus multimédia, donc notamment des vidéos, des animations interactives, et plus récemment un jeu vidéo qu'on a créé avec Julien qui s'appelle Le Prisonnier Quantique. Et moi alors le jeu, je suis joueuse occasionnelle on va dire, je joue quand j'ai le temps, j'aime bien jouer, j'ai eu l'occasion de jouer davantage d'ailleurs pendant la période du confinement. Et je joue à tout type de jeux, plutôt des jeux, on va dire, d'apéro qui durent une quinzaine, 20 minutes. Et puis aussi quelques jeux vidéo. Voilà. Et donc moi je m'appelle Julien Arlot, je suis en fait un peu je m'occupe de la partie technique pour les besoins de la com du CEA, donc la com digitale. Et du coup je suis aussi un gamer pour le coup jeux vidéo, ancien gamer aussi on va dire de jeux de plateau, mais maintenant c'est surtout jeux vidéo. Et puis du coup avec Céline, voilà, j'avais proposé de faire un projet de jeu vidéo pour servir les objectifs de com du CEA et notamment de diffusion de la science. Donc c'est de ça qu'est né le prisonnier quantique. D'accord, merci. Et alors, quelles sont les activités de manière plus générale du CEA? Alors le CEA, donc c'est une grande et vieille entreprise, enfin c'est pas une entreprise, c'est un organisme public créé à fin des années 40, notamment autour des applications de l'atome, militaire et pas que, mais civil aussi. Mais aujourd'hui, c'est donc un organisme de recherche qui évolue dans plein de domaines différents de la science, et notamment dans les domaines qui sont très actuels, comme la transition numérique, la santé du futur, l'environnement, les énergies renouvelables. Donc, on a tout un panel d'activités, de chercheurs au CEA, et donc toujours un peu au service et de l'État, mais aussi de la société. On essaye d'innover, transmettre des nouvelles technologies, suivre aussi le rythme mondial dans l'innovation. Et donc voilà, pour aussi favoriser un peu le tissu industriel en France. Et alors, pour quelles raisons est-ce que le CEA a-t-il commencé à créer des jeux? Alors, on a décidé de créer des jeux il y a maintenant 2 ans en fait, c'était même 2-3 ans. On avait envie en fait de se lancer dans un jeu vidéo pour changer de support et utiliser le jeu vidéo qui est un média fortement consommé par le public, puisque 70% de la population française joue aux jeux vidéo, pour diffuser en fait la culture scientifique d'une façon innovante. Donc l'idée c'était utiliser le jeu et mettre le joueur dans une situation d'interactivité et de proactivité. Et on se dit voilà que via le jeu du coup on est beaucoup plus réceptif à ce qu'on découvre, notamment en termes de notions scientifiques. Alors, faut savoir que la diffusion de la culture scientifique, au niveau de la communication du CEA et des organismes de recherche, c'est une mission régalienne en fait. Voilà, les organismes sont tenus de parler de science au grand public et notamment aux jeunes. Voilà. Et c'est vrai que le jeu vidéo, avec le côté essai-erreur, je découvre en jouant, se prête très bien notamment à la pédagogie scientifique en fait. Oui, d'accord. Et mais c'était une initiative, personnelle ou est-ce que c'était poussé, par, l'organisation? Non, alors c'est vraiment venu de Céline et moi au début. Il a fallu qu'on convainque en interne, déjà qu'on était capable de créer ce type de contenu qui est quand même un peu plus évolué que ce qu'on faisait jusqu'à présent, qu'on convainque de l'intérêt
de ce média parce que voilà, c'était quand même assez nouveau chez nous, même si bon, on connaît le serious game de manière générale. Donc du coup, non, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu qu'on convainque, et puis après on a été suivi une fois qu'on a convaincu nos managers et puis les gens de la filière com, on va dire, de l'intérêt de faire ce type de produit pour plusieurs intérêts, hein, d'ailleurs, même aussi pour faire connaître le CEA de manière générale. Bah, ça a été après voilà, beaucoup plus facile, et puis on a aussi profité de l'engouement de plein de chercheurs qui nous ont aidés directement à concevoir notamment certaines énigmes scientifiques. Et alors eux, ils étaient convaincus dès le début, et donc ils ont été très motivés pour nous aider. Et alors, comment vous avez fait pour convaincre, en fait? Parce que j'ai l'impression que vous avez fait un peu une étude sur le fait que par exemple, le jeu vidéo est beaucoup consommé. Vous avez fait des recherches par rapport à ça? Alors oui, avec Julien, on était en veille sur ces sujets-là parce que Julien est geek et passionné de jeux vidéo. Donc effectivement, on s'intéressait au sujet depuis assez longtemps. Et lorsque on a fini de bien mûrir notre idée, on a présenté en fait un prototype. Julien a créé en fait et développé un prototype de ce que pouvait être le jeu. Et ceci a permis du coup de convaincre en interne parce que déjà, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce jeu vidéo, le prisonnier quantique, il a la particularité d'avoir été créé totalement en interne, donc sans avoir recours à un studio de jeu. Donc ça a l'avantage que ça a permis de réduire de façon considérable les coûts. Et tout a été réalisé du point de vue technique, mais aussi scénarisation et game design en interne. Donc du coup, une fois qu'on a pu montrer ce prototype et montrer aussi jusqu'où on pouvait aller dans l'interactivité offerte aux joueurs, ça a permis vraiment de convaincre nos managers, et du coup, on a un peu eu carte blanche pour avancer dans le projet. Et après, voilà, c'est pareil avec les scientifiques. Dès lors qu'on leur présentait le scénario, l'histoire, ça a été très très facile de les embarquer avec nous. Et ça nous a aussi permis d'avoir quand même un petit budget pour la partie illustration, qui a été quand même faite avec des freelances externes, pour que ça ait quand même l'air d'un vrai jeu vidéo. Et alors, quel est le public visé de ce jeu vidéo, le prisonnier quantique? Alors, on a plusieurs cibles. Comme on l'a dit, on cherchait un petit peu à sortir de nos publics cibles classiques. Donc, comme toute la population française joue, on va dire, aux jeux vidéo, l'idée, c'était d'aller chercher un public qui ne nous connaît pas. Donc, le grand public au sens très large du terme, des gens qui ne sont pas forcément scientifiques de base, mais qui aiment bien jouer et qui sont curieux de nature. Ça, c'est notre première cible. Et la deuxième cible, c'est, on va dire, plus une cible qu'on a l'habitude d'adresser de façon plus classique au CEA, c'est le public pédagogique. Donc tout ce qui est enseignant et aussi leurs élèves, parce que en fait, le jeu vidéo est aussi un excellent moyen pour parler de science, mais de façon beaucoup plus ludique, et créer aussi des séquences pédagogiques autour de ce jeu. Donc on avait ces deux cibles-là, et aussi une autre cible qui peut paraître secondaire, mais qui en fait a été très importante pour nous, ce sont les salariés du CEA. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en interne, il y a eu une très grande adhésion au projet, et que finalement, ils étaient fiers, nos salariés, qu'on ait créé ce jeu, et ils ont été aussi des ambassadeurs vis-à-vis de l'externe. D'accord. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut y jouer? Alors nous, on l'a conçu ce jeu au départ pour être jouable à partir, on va dire, de la fin collège, donc on va dire 13-14 ans. Et au final, on a présenté le jeu lors de différents festivals, notamment à la Fête de la Science, aux Utopias, à la Paris Games Week, et on s'est rendu compte qu'un public même plus jeune pouvait être intéressé par le jeu et l'histoire du jeu. Et à 8 ans, en fait, on a vu des petits fans qui venaient régulièrement sur notre stand jouer et se prêter en fait au jeu. Donc ils n'arrivent pas à tout faire tout seuls. Ils ont besoin parfois de l'aide d'un adulte ou d'un parent. Mais voilà, ils peuvent du coup découvrir un peu de façon progressive les sciences en s'amusant. Et puis il n'y a pas d'âge limite, hein. C'est vraiment un jeu qui se joue en famille, quel que soit finalement l'âge. C'est vraiment adapté à tous.
Et puis, ce qu'on a voulu faire, en fait, pour le rendre le plus accessible possible, c'est de gommer un petit peu les aspects austères qu'on a souvent dans les serious games. Nous, on l'a plutôt conçu comme un game serious, en fait. On a voulu mettre le côté, jeu, plus en avant. Alors ça passe par le graphisme, alors certes, c'est un jeu en 2D avec un style assez rétro, point and click, un peu des années 90. Mais voilà, on a voulu quand même mettre des graphismes sympas, mettre l'aventure vraiment en avant avec des rebondissements, de l'humour, et comment dire, même une trame narrative qui s'aventure vraiment dans la science-fiction. Voilà, pour vraiment créer une histoire intéressante et prenante, et donc voilà, ça intéresser aussi des joueurs qui n'ont pas spécialement d'appétence pour la science, à la base. Et voilà, c'est ce qui a permis aussi de toucher un public un peu plus large. On présente ça vraiment comme un jeu vidéo, pas comme un jeu sérieux en fait. D'accord. Et comment est-ce que vous avez choisi les notions scientifiques qui sont présentes dans le jeu? Parce qu'il y a quand même une Ouais. partie sérieuse dedans. Ouais. Alors déjà, cette partie sérieuse, elle peut être simplifiée parce qu'on a mis des indices en fait qui permettent justement d'avancer plus facilement dans les puzzles scientifiques. En fait, l'histoire, vraiment, c'est une aventure, une enquête, hein. On enquête sur la disparition d'un physicien dans les années 60 qui venait de faire une découverte incroyable cachée à l'intérieur de la matière, et il a disparu au moment de la révéler au monde. Donc ça c'est le pitch, on va dire. Et pour avancer dans l'histoire, effectivement, à un moment donné, on va devoir réparer une pile à combustible, faire fonctionner un accélérateur de particules, des fois aussi programmer un petit robot. Bon, il y a plein de puzzles comme ça scientifiques basés sur des notions différentes. Alors notre chance au CEA, c'est quoi là, comme j'ai dit, on est pluridisciplinaire, donc on a vraiment des chercheurs, des ingénieurs dans des domaines très différents. On a des électroniciens, on a des chimistes, des biologistes, des physiciens des particules, et des spécialistes de l'IA. Donc pour répondre à la question, pour choisir, en fait, il y avait 3 aspects. Premier aspect, il fallait qu'on arrive à intégrer le puzzle qui va nous permettre d'avancer dans l'histoire au scénario. Fallait pas qu'il tombe comme un cheveu sur la soupe, fallait quand même qu'il y ait une raison qui soit là. Voilà pourquoi à un moment donné je dois réparer une pile à combustible. Donc fallait une justification dans la narration. Le but, c'est pas mettre un puzzle comme ça scientifique qui tombait comme un cheveu sur la soupe. Ensuite, il fallait que cette notion scientifique, on soit capable de la gamifier, c'est-à-dire transformer le principe de fonctionnement, l'équation de fonctionnement d'une pile à combustible. Je prends toujours cet exemple, hein, en jeu, en quelque chose de jouable, avec donc une combinatoire, voilà, une démarche d'essai-erreur, et qu'on puisse mettre aussi des indices pour simplifier s'il fallait un petit peu la résolution de l'énigme. Et puis le troisième point, qui est beaucoup plus terre à terre, il fallait que je sois capable de le développer, notamment dans le contexte d'un jeu. C'est un jeu, on l'a pas précisé, c'est un jeu par navigateur. Donc dans le contexte technique du HTML, on a quelques limites. Donc voilà, ces 3 facteurs: intérêt par rapport à l'histoire, voilà, donner un alibi et une motivation au joueur pour résoudre son problème, comprendre comment fonctionne la pile à combustible et la réparer. Ensuite, être capable d'en faire un jeu qui soit suffisamment fun. Donc tous les puzzles sont basés sur des gameplays différents. Et troisième point, être capable techniquement de le développer dans le cadre du moteur du jeu. Est-ce que vous êtes fait aider par des personnes, des développeurs de jeux sur la partie gameplay? Alors, un tout petit peu au début, effectivement, on a travaillé avec un consultant pendant quelques jours qui nous a donné un peu des billes, qui nous a aidé à structurer déjà le scénario de manière globale, et qui nous a donné quelques idées aussi, quelques billes pour la gamification, pas pour la totalité du jeu, mais pour une partie. Donc ça nous a quand même permis de nous lancer au début. Donc c'est un game designer en fait, hein, il n'a pas fait le développement. Et puis sinon, non, bah c'est moi, étant un gamer invétéré, j'avais quand même quelques repères déjà. Et puis voilà, en développement, je me suis débrouillé. Ok, ça marche. Alors, ce que je vous propose, c'est de parler aussi un peu des autres jeux qui sont aujourd'hui présents dans l'offre ludique du CEA. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les différents jeux qui ont été conçus?
Alors, on a conçu différents jeux. Donc, quand on a voulu participer au Festival des Jeux de Cannes, c'est un festival qu'on avait sélectionné lorsqu'on voulait faire la promotion du Prisonnier Quantique. Je m'étais un peu renseignée sur la nature des jeux qui étaient présentés dans ce festival et il s'avère qu'il y a beaucoup de jeux de plateau. Donc, je me voyais pas aller sur le stand du Festival des Jeux de Cannes avec juste le Prisonnier Quantique, qui est un jeu vidéo, comme on l'a dit. Je voulais aussi présenter d'autres jeux et plus des jeux, on va dire, de plateau physique qu'on peut jouer, voilà, en présentiel. Et j'avais découvert en fait, lorsque justement on travaillait avec les différentes unités de communication et les scientifiques, qu'il y avait eu différentes initiatives de jeux qui avaient été lancées un petit peu là de façon spontanée par des chercheurs, notamment sur les thématiques de l'astrophysique, du climat et de l'environnement. Et donc, du coup, l'idée, ça a été d'aller au Festival des Jeux de Cannes avec tous ces jeux pour les présenter au public et du coup parler de science là où on ne nous attend pas du tout, quoi. Est-ce que tu peux nous présenter les 3 jeux de plateau, par exemple Climatic Tac, Exoplanète le jeu et Astro Chronomètre? Alors en fait, donc on a effectivement 3 jeux qui sont Climatic Tac. C'est un jeu de plateau collaboratif, stratégique, où les joueurs vont jouer tous ensemble pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Donc chaque tour en fait correspond à 10 ans et au bout de chaque tour en fait il va falloir essayer de limiter la teneur en dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère, en prenant des décisions à la fois au niveau local et plus global au niveau de la planète. Et donc en fait, c'est un jeu où il n'y a pas une seule solution pour réussir. Ça montre que le réchauffement climatique, c'est une question assez complexe qui touche différentes thématiques, à la fois scientifiques, mais aussi socio-économiques, géopolitiques, et des choix qui vont avoir des répercussions. Quand je prends une décision au niveau local, ça va avoir aussi des répercussions au niveau global, et vice-versa. On a un autre jeu donc qui s'appelle donc Astrochronomètre, où là on est sur un jeu type timeline. Donc c'est un jeu de cartes où il va falloir replacer différents événements de l'histoire de l'astronomie en fonction de leur époque en fait, donc antiquité, époque moderne. Et l'idée, voilà, c'est d'apprendre de façon très ludique les grands événements qui ont jalonné donc cette histoire-là. Et enfin, un autre jeu, c'est Exoplanète le jeu, où là, on est sur un jeu de plateau, où on est dans la peau d'un physicien et d'un astrophysicien. Et le but, c'est d'essayer de détecter des exoplanètes. Ce sont ces planètes en dehors du système solaire. Et du coup, voilà, à la clé, il y a un Nobel. Donc, on prend des cartes qui correspondent à différentes méthodes de détection de ces planètes. On a des petites réponses, enfin, on a des questions en fait qui nous sont posées à chaque tour et on avance progressivement dans notre recherche de ces planètes. Voilà. Donc 3 jeux sur des thématiques astrophysique et climat. Avec des méthodes de jeu différentes, mais avec le même point commun, je dirais, c'est transmettre le goût des sciences et s'approprier ces thématiques via le ressort ludique. Et alors j'avais vu qu'il y avait aussi Climarisque, une application mobile qui était en bêta au moment du Festival international du jeu de Cannes. Est-ce que les développements ont continué sur ce jeu-là? Oui, alors c'est une appli jeu qui était encore en version bêta quand on l'a présenté au Festival des Jeux de Cannes. Actuellement, il y a une première version plus aboutie qui est en ligne et le jeu devrait être finalisé d'ici peu. Donc là, l'idée c'est pareil, c'est un petit jeu où on va devoir prendre des décisions au niveau local ou global et ça va avoir un impact sur la fréquence des événements climatiques extrêmes. Et alors, comment est-ce que ça se fait en fait que vous ayez toute cette diversité de supports? Ça reflète un peu justement la diversité du CEA, à la fois dans ses thèmes, mais aussi dans les personnes qui y travaillent. Je pense, il y a des jeunes, il y a des gens qui sont moins jeunes, il y a des gamers plateau, des gamers jeux vidéo, et ça s'est fait naturellement, je pense. Il y a aussi des applications en fait en jeu sérieux qui sont développées directement par des laboratoires, par exemple pour de la rééducation cognitive, des trucs comme ça. Donc
avec des concepts beaucoup plus ciblés, beaucoup plus avancés, mais qui utilisent les ressorts du jeu. Donc moi, je pense que c'est vraiment le reflet de la richesse du CEA en fait, cette offre ludique. Sachant qu'au-delà des jeux, on a aussi beaucoup de contenu et d'actions de communication scientifique, des vidéos, des webdocs, voilà, qui sont depuis des années assez reconnus, notamment par le monde enseignant. Donc d'après ce que je comprends, ces différents jeux, c'était un peu des initiatives personnelles, on va dire, au sein du CEA. Est-ce qu'il y a une volonté aujourd'hui de la part du CEA de structurer cette offre ludique? Alors, je pense qu'il est un peu trop tôt pour voilà, répondre à cette question. C'est vrai qu'on a été, nous, très étonnés de l'adhésion du public à ces différents jeux lors de notre présence au Festival des Jeux de Cannes, puisque clairement, on avait même du public qui voulait acheter nos jeux de plateau. Donc, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que ce sont pour les jeux de plateau des petites séries. Donc, on n'a pas pour le moment une quantité d'exemplaires suffisamment importante pour pouvoir les distribuer à tout le monde. Donc, on est encore dans une phase exploratoire, je dirais. Sur tout ce qui est jeux vidéo, c'est plus facile à diffuser puisque, comme l'a dit Julien, c'est des jeux qui se jouent soit sur appli ou soit sur navigateur. Donc, c'est accessible à un très grand nombre de personnes. Pour tout ce qui est jeux de plateau, il y a aussi un modèle économique ou au moins de distribution et de diffusion qui est à trouver. Et pour le moment, on est encore dans une phase où on édite des petites séries qu'on donne gratuitement du coup à des écoles ou à des animateurs en diffusion de la culture scientifique. Mais on n'a pas encore réfléchi à comment structurer voilà, l'offre ludique. Non, et puis il faut quand même aussi dire clairement que le CEA n'est pas un studio de jeu, une boîte de production de jeux. Donc on n'a pas vocation non plus à se transformer en éditeur, mais pour ça, voilà, on utilise le jeu parce que c'est intéressant par rapport à nos thématiques, parce qu'il y a des gens qui sont motivés pour le faire, mais toujours avec des budgets quand même très contraints. Ça reste de l'argent public, donc on est dans des budgets de com qui sont quand même toujours très très restreints. Et d'ailleurs, c'est vrai que pour la partie jeu de diffusion des jeux de plateau, ça demande des moyens quand même un peu plus conséquents, quoi. D'accord. Est-ce que les jeux, les différents jeux, peut-être que la réponse sera différente en fonction des jeux, ont besoin d'être animés par une personne ou est-ce qu'ils sont autoportés, on peut y jouer sans avoir besoin d'un animateur à côté qui va apporter du contenu scientifique en plus de ce qu'il y a dans le jeu? Alors, on va commencer par le prisonnier quantique. C'est un jeu vidéo qui peut vraiment être joué, on va dire, sans aucune animation à côté. Il a été conçu justement pour que l'explication scientifique, si le joueur a envie d'en savoir plus, est directement accessible à l'intérieur du jeu. Donc, on a créé, avec les scientifiques qui nous ont aidés à concevoir les énigmes scientifiques et les différents puzzles que l'on résout à l'intérieur du prisonnier quantique, on a créé des petites vidéos scientifiques qui viennent expliquer, démêler ce qui relève de la science ou de la science-fiction dans le jeu. Donc c'est autoporteur, ça permet à un joueur qui souhaite vraiment découvrir et approfondir les notions scientifiques d'être maître de son jeu, si je puis dire, et du coup voilà, d'aller creuser ces notions-là. Pour tout ce qui est jeux de plateau, ils ont été pensés au départ comme des supports qui justement sont plutôt appréciés lorsqu'ils sont animés avec quelqu'un qui va justement pouvoir apporter un peu de connaissances scientifiques en plus ou au moins guider les joueurs pour s'approprier le jeu en fait. Donc Astrochronomètre, c'est un petit jeu assez simple à prendre en main. Donc lui, je dirais qu'il y a un petit guide utilisateur qui permet en fait d'en savoir un peu plus sur chaque date clé liée à l'histoire de l'astronomie. Donc lui, il peut être joué à plusieurs sans forcément avoir un animateur à côté. Et Climatic Tac et Exoplanète le jeu, c'est vrai que quand il y a un animateur, ça apporte un petit peu de plus au jeu. On en découvre un peu plus sur la démarche scientifique, sur l'impact du réchauffement climatique sur la planète. Voilà.
Sur le prisonnier, il y avait quand même au cahier des charges la possibilité de pouvoir l'utiliser de manière modulaire pour les enseignants. C'est-à-dire que chaque énigme, chaque puzzle qui est intégré à l'histoire, on peut l'atteindre directement pour une session en cours, pour déclencher pour une situation déclenchante, etc. Donc il y a eu un travail qui a été fait par Céline avec notre partenaire Réseau Canopé là-dessus. C'est-à-dire isoler ces puzzles pour les lancer directement et avoir des scénarios d'utilisation en classe ou alors pour les élèves en autonomie quand ils font leurs devoirs, avec donc des fiches enseignants. Donc il y a quand même cette double possibilité, ou de l'utiliser de manière complètement autonome avec l'histoire, ou de l'utiliser dans un cadre beaucoup plus pédagogique en fait, avec des fiches autour. Si on prend cet exemple-là de l'utilisation en classe, est-ce que vous avez proposé aux enseignants des fiches pédagogiques ou des ressources supplémentaires par rapport à une séquence de jeu pour les aider à construire leur séquence pédagogique? Oui, justement, pour le prisonnier quantique, on a travaillé avec Réseau Canopé, donc sur la partie identification déjà des puzzles qui sont en lien avec des notions scientifiques abordées dans les programmes scolaires. Donc, on en a identifié un certain nombre. Et ensuite, on a proposé en fait des pistes pour exploiter le jeu en classe. Donc, soit comme une situation déclenchante, pour ensuite pouvoir aborder de façon plus précise la notion scientifique en cours, ou bien parfois c'est aussi le puzzle ou le jeu qui va être un peu la clôture d'un cours sur une notion. Et du coup, l'élève apprend à remettre finalement en place les notions apprises via le jeu. Donc ça, c'est une première partie qui a été faite. Et récemment, en fait, sur des enseignants se sont appropriés plusieurs puzzles du prisonnier quantique et ont développé tout autour de ces puzzles des séquences pédagogiques qui durent généralement entre 1 heure à 2 heures, avec des compléments, donc des petits quiz, des documents exploratoires, des infographies à aller analyser et qui viennent en fait du coup compléter le jeu et qui créent bout à bout une séquence pédagogique entière. Donc ça, ce sont des puzzles ce sont des séquences pédagogiques pardon qui sont directement maintenant accessibles pour les enseignants sur la plateforme Étincelle de Réseau Canopé. Et alors, quel retour avez-vous reçu de la part de la communauté scientifique et des joueurs sur ces jeux que vous avez présentés sur les différents salons, festivals? Des retours qui font globalement chaud au cœur, hein, parce que sur le site web du prisonnier, on a mis un petit formulaire un petit peu de donner votre avis en fait pour les gens notamment pour les gens qui l'ont terminé. C'est vrai qu'on a eu des retours qualitatifs vraiment sympathiques, qui nous ont bien qui nous ont fait plaisir, hein, parce que c'était quand même mine de rien un gros boulot. Donc les retours sont positifs. Après, c'est le retour de ceux qui y jouent, bien sûr, hein, parce que bon, l'offre vidéoludique est quand même, surtout dans le jeu vidéo, elle est quand même très fournie. Même si notre jeu est gratuit, c'est loin d'être le seul jeu gratuit. Il est un peu différent parce qu'il aborde vraiment des thèmes et permet d'expérimenter des choses qu'on ne voit pas forcément dans d'autres jeux vidéo, hein. Si vous utilisez un télescope à muons ou un spectromètre de masse, c'est sûr que c'est pas dans Assassin's Creed ou dans un Fortnite que vous allez faire ça. Donc voilà, on a quand même du positif sur les joueurs qui ont découvert notre jeu. Sur la communauté scientifique, ouais, alors c'est vrai qu'il y a une bonne partie de nos joueurs qui sont des gens qui ont une veille scientifique de base, qui ont un intérêt, qui voulaient des fois, je pense, challenger aussi leur propre niveau scientifique par rapport aux énigmes, aux défis qu'on proposait dans le jeu. Donc les retours sont positifs, les gens sont assez surpris finalement qu'on a réussi à créer ça nous-mêmes avec nos petites mains, parce que bon, c'est quand même un jeu qui dure une douzaine d'heures. Donc voilà. Bon, ça c'est ce que je peux dire pour le prisonnier quantique. Sur les autres jeux, j'ai un peu moins de recul. Pour compléter ce qu'a dit Julien aussi sur les retours de la communauté scientifique, quand on a analysé nous les feedbacks des joueurs, souvent on a aussi des personnes qui nous disent voilà, je suis scientifique ou je suis ingénieur, enfin j'ai une connaissance dans le domaine. Et on est surpris par la qualité aussi du contenu scientifique qui est diffusé.
en ayant quand même le côté ludique qui reste mis en avant. Donc ça, voilà, ça fait chaud au cœur parce que c'est vrai que ça a été un gros travail de vulgarisation aussi scientifique, et le fait d'avoir des retours de cette nature-là, ça fait d'autant plus plaisir. Et puis par ailleurs aussi, on a eu beaucoup de demandes de nos joueurs pour avoir une version anglaise du jeu. Et donc là, en fait, ça va faire 1 an que le prisonnier quantique est sorti. Il est sorti le 5 octobre 2019 et donc on vient de sortir lundi dernier, donc le 5 octobre 2020, la version anglaise du jeu. Voilà. Pour son anniversaire. Voilà. Super. Alors vous avez dit c'est des petites séries pour les jeux de plateau. Le prisonnier quantique est disponible en ligne. Mais en ce qui concerne du coup la partie jeu physique, pour les personnes qui seraient intéressées, comment est-ce qu'ils peuvent se procurer un jeu éventuellement ? Alors, pour certains jeux, il y a des formulaires de contact qui permettent, lorsqu'on est enseignant, lorsqu'on est médiateur scientifique, de faire des demandes en fait pour avoir une boîte physique du jeu et pouvoir le présenter ensuite dans des ateliers ou dans des cours. Donc ça, c'est un petit peu au cas par cas en fonction des jeux. Et puis il y a d'autres jeux comme Astrochronomètre qui en fait proposent leur contenu téléchargeable gratuitement sur le site web du jeu. Donc ça veut dire que sans avoir la belle boîte cartonnée, on peut quand même imprimer les cartes et jouer et mettre en place la dynamique du jeu chez soi ou en cours ou dans des ateliers scientifiques. Donc là, on est en train justement de réfléchir à comment présenter ces nouveaux supports au sein de notre espace enseignant, parce qu'on a beaucoup de demandes justement des enseignants pour récupérer ces jeux. D'accord, super. Alors on arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a un sujet que nous n'avons pas du tout abordé et dont vous aimeriez parler ? C'est pas qu'on en a. Enfin, ça transparaissait un peu en filigrane, mais tous nos jeux là s'inscrivent vraiment dans une démarche de démocratiser les sciences, notamment auprès des jeunes, et les attirer un petit peu vers les métiers de la science, donner envie d'embrasser une carrière et un métier scientifique, en montrant que la science déjà c'est pas inaccessible, c'est pas forcément austère non plus. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes ont tendance un peu à se désintéresser des sciences en se disant, notamment les jeunes femmes, c'est pour ça qu'on a mis une héroïne d'ailleurs dans le prisonnier quantique. Alors que la science, c'est en fait faire de la science, c'est enquêter sur le monde pour comprendre comment il fonctionne en fait, en percer les secrets. Donc c'est un jeu, faire de la science, c'est un jeu de découverte. Et ça peut être très ludique et très aussi, apporter beaucoup sur le plan personnel, pour contribuer à la connaissance. Donc on espère qu'avec notre offre ludique, on arrivera à peut-être à toucher des gens qui se voyaient pas en scientifique au début et qui ont envie de le devenir. Et aussi, alors c'est pareil, je pense qu'on l'a un peu aussi mentionné, mais le jeu s'appelle Le Prisonnier Quantique, mais c'est pas un jeu qui parle que de physique quantique, bien au contraire. Enfin, on est vraiment sur des thématiques scientifiques très très diverses. On va aussi bien parler de physique, de chimie, d'énergie, que de sciences vivants, et aussi un petit peu à la fin du jeu de physique quantique. Voilà. Il faut aller jusqu'au bout pour avoir le droit d'en savoir un peu plus sur la physique quantique. Qui est presque magique. Presque. Eh ben, merci beaucoup Céline et Julien. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de parler du podcast autour de vous. À très bientôt.